Notre prochain conférencier sera le prochain conférencier sera M. Jonathan Lafontaine, qui est le chef géologue chez Ressources Tratéco. M. Lafontaine a obtenu un baccalauréat en géologie de l'Université Laval à Québec en 2001, une maîtrise en géologie de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton en 2007 et a travaillé, entre autres, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Québec, notamment pour Areva, Géodex, avant de s'impliquer sur le projet Matouche en 2006, où il est devenu chef géologue en 2007. M. Lafontaine nous présente aujourd'hui le développement d'un projet uranifère dans les Monts-Tiches. À vous, M. Lafontaine. Merci beaucoup. Merci à vous d'être en si grand nombre ce matin, si de bonheur. Je suis ici pour parler du développement du projet Matouche, qui est un projet uranifère dans les Monts-Tiches. Je vais commencer par la classique. Aujourd'hui, je vais commencer évidemment avec le contexte géologique. Je vais parler un peu de la formation du gisement pour ensuite déboucher sur les ressources minérales actuelles et le développement qu'on anticipe faire dans les années subséquentes. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le projet Matouche, on est localisé sur le haut plateau des Monts-Tiches, approximativement 300 km au nord de Chibougamau. On est vu en plus gros plan. On est localisé ici, à peu près à 200 km de la communauté autochtone de Mistassini et à peu près 75 km au sud du projet de Stornoway. La route, pour information, va se trouver à peu près une quinzaine de kilomètres à l'ouest de notre projet en direction nord. Je commence ici le bassin paléoprotérozoïque des Monts-Tiches fait partie d'une série de bassins similaires qui sont éparpillés un peu partout sur le bouclier canadien. Cette série de bassins, c'est là où on va trouver notre gros gibier. Les bassins comme l'Athabasca, le Télon, Hornby Bay et Loup, et incluant le bassin des Monts-Tiches, sont caractérisés entre autres par de nombreuses anomalies, nombreux gisements uranifères. Il y en a entre autres comme Rabbit Lake, Cigar Lake, MacArthur pour radium, Kegavik, Elliott et le bassin des Monts-Tiches ne fait pas exception. Le bassin des Monts-Tiches, pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est un bassin plus ou moins ovale allongé, à peu près 200 km de longueur, 40 km de largeur, une corrélation avec le bassin de Mistassini et la cuvette de Papasquazati, ce qui indique que le bassin fait partie d'un ancien bassin encore plus large que son empreinte actuelle. C'est un bassin épicontinental, contraste un petit peu avec des bassins comme l'Athabasca, et subdivisé en formations indicateurs et péribonca. Comme plusieurs bassins, comme j'ai dit, il y a des nombreux gisements, nombreux indices uranifères. Le bassin des Monts-Tiches n'en fait pas exception. Notre projet qui se trouve ici dans la partie ouest du bassin des Monts-Tiches est accompagné aussi de l'indice de Kami River, Lawrence Gully et l'indice La Voie qui se trouve du côté est. Je montre ici une image schématisée, légèrement modifiée de Gatzweiler, où on identifie schématiquement en coupe la discordance et le bassin des Monts-Tiches qui se trouve par-dessus un socle archéen. On indique aussi la disposition des différentes anomalies uranifères qu'on trouve dans la région. Schématiquement, le projet Matouche est associé ici à une intrusion mafique. Ça, je vais en parler un peu plus tard. Comme plusieurs projets uranifères, le projet Matouche a commencé au début des années 80. Cette vague-là, dans la fin des années 70, début des années 80, il y a vraiment un engouement pour l'uranium. Puis le projet Matouche en fait partie de cette volée. Ça a été découvert initialement par une traînée de blocs erratiques radiométriques, avec des anomalies radiométriques, découvert par la compagnie Ranners Exploration and Mining. Commence des campagnes de forage et éventuellement, le forage AM15 détecte des très hautes valeurs uranifères, au-delà de 20 %. Mais comme la mode le veut à l'époque, au milieu des années 80, l'uranium tombe moins en faveur et le projet commence une période de dormance qui va durer approximativement 20 ans, jusqu'à ce que Strateco reprenne le projet en 2006. Et le projet est en développement continu depuis ce temps-là. Et présentement, nous avons plus de 240 km de forage complétés sur le projet.
Schématiquement, la colonne stratigraphique qu'on a sur le projet Matoush, comme j'ai dit, c'est la formation indicateur. Sur notre projet, la colonne sédimentaire est excessivement horizontale et se simplifie grossièrement en disant que c'est une alternance répétitive de 2 faciès sédimentaires. Les 2 faciès, il y a un faciès barre sableuse, comme on l'appelle nous, le CBF. C'est un grès subarcosique. C'est relativement fin. On voit un litage relativement commun, quelques siltes et argiles. Et ça contraste quand même beaucoup avec faciès de chenot actif, ou ACF. Les ACF sont beaucoup plus grossièrement grenus. Les litages sont plus difficiles à trouver. Et même que localement, c'est conglomératique. Vu en photo, on voit ici le contraste quand même assez visuellement évident entre les 2 faciès. Il y a certaines différences qui existent entre chacun des faciès. C'est pas, donc autrement dit, un faciès CBF n'est pas nécessairement parfaitement équivalent à un autre, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Si on compare avec des travaux précédents, entre autres avec la thèse de Serge Genet, on se trouve effectivement avec la formation indicateur. On va utiliser la discordance comme étant le meilleur horizon marqueur géologique. Et à partir de ce point, et suivant les descriptions précédentes, on peut voir certaines similarités avec ce que Serge Genet avait appelé la formation Shkapio et Matoush, qui est la partie inférieure de ce que lui avait appelé le groupe indicateur. Encore une fois, tout est assez horizontal. Maintenant, la faille Matoush, l'intrusion mafique, c'est vraiment la structure maîtresse du projet. La faille Matoush, c'est une faille cassante, un rejet horizontal. On ne sait pas exactement de combien, mais ça peut être de l'ordre de quelques dizaines, peut-être quelques centaines de mètres, mais rien de plus. A priori, on pense que c'est un déplacement senestre. La faille est essentiellement nord-sud, orientée à 0,07 et subverticale, donc orientée à peu près à 85 degrés de pendage vers l'est. Et on l'a identifié sur plus de 14 km, bien identifié à espacement de 200 mètres sur plus de 14 km. Donc, on a une configuration assez orthogonale où on a une faille verticale dans un contexte sédimentaire horizontal. L'intrusion mafique, c'est vraiment le point clé, le point pivot du projet. On a une intrusion mafique qui s'est injectée dans les espaces, dans les ouvertures de la faille cassante. Essentiellement, on la trouve de surface jusqu'à dans le socle. L'intrusif mafique varie d'une nature un peu plus gabbroïque à quelque chose d'un peu plus lent porphyrique. Il y a un lien géochimique entre toutes les phases. Donc, il y a un magma parental à chacune des unités. Et puis, il y a une altération aussi qui peut être vue, qui varie de essentiellement nulle à excessive. Donc, on voit ici sur les images quelque chose de très frais à quelque chose de difficilement identifiable a priori comme un intrusif mafique. Mais la relation empirique avec la minéralisation est claire. J'ai mis ici un plan de niveau schématique où on voit les différentes trames en gris des divers faciès de l'intrusif mafique. Et il y a certains faciès où on observe clairement des plus hautes teneurs et des plus importantes largeurs qui s'y associent. La minéralisation est dominée par un minéral, c'est la pêche blende. Il y a quelques minéraux secondaires locaux, des uranophanes, mais c'est très, très limité en termes de volume. C'est vraiment un gisement monométallique qui on pourrait caractériser de relativement propre. Une absence notable d'arseniure, de sélénien et de sulfure, puis une absence de commodité à valeur ajoutée, pas réellement d'or ou d'EGP, de molybdène ou de vanadium. Les teneurs sont excessivement intéressantes, on parle de 0,5 à 0,8 %, puis localement, on confirme au-delà de 20 % d'uranium. Les plus hautes teneurs et les largeurs les plus importantes du projet sont vraiment liées à l'intersection entre la faille Matoush et les unités sédimentaires propices. J'ai identifié ici schématiquement la faille Matoush qui traverse la colonne sédimentaire, vue en section, avec en jaune-orange et en jaune les teneurs uranifères qui sont un peu plus intéressantes. Et on voit ici schématiquement une unité sédimentaire un peu plus propice.
À l'extérieur de cette unité, on voit un pincement de la minéralisation. Et la minéralisation est accompagnée de 3 assemblages principaux de minéraux d'altération. Fichite chlorite muscovite qui donne une teinte verdâtre assez particulière. Des oxydes, des hydroxydes de fer, on parle surtout d'hématite. Et un très, très petit halo de tourmaline et tourmaline chromifère, on parle de quelques décimètres tout au plus. Pour expliquer un peu plus clairement, j'ai rajouté quelques photos. Donc, si on traverse le cœur du gisement, on peut voir à peut-être une dizaine ou une quinzaine de mètres avant la minéralisation, un peu d'altération fichite chlorite muscovite. La minéralisation vient ici. L'unité mafique est assez difficile à voir, mais elle est ici. Dans ce cas-ci, pour ce forage, c'est assez limité. On parle de peut-être 1 mètre. Typiquement, on voit de 1,5 à 2 mètres de façon relativement commune. À son plus épais, c'est peut-être 5 mètres. Un peu d'altération hématitique qui s'ensuit, et on retombe dans quelque chose d'assez stérile. Mais parfois, on peut même rencontrer des panneaux qui sont parallèles à la minéralisation principale. Quand on frappe des endroits un peu plus restreints, c'est toujours le même patron, toujours avec un peu de fichite chlorite muscovite, une minéralisation assez intéressante. Et dans ce cas-ci, l'intrusif se trouve ici. Dans le cœur de la minéralisation, il peut avoir des veines de pechblende, comme on voit ici, une veine centimétrique de pechblende métal, et parfois même des cristaux particuliers de quartz, très hexagonaux. Vraiment un projet de toute beauté. Schématiquement, si on regarde une longitudinale, regardant vers l'ouest, c'est une coupe qui mimique à peu près la faille matouche. La minéralisation est vraiment plaquée sur le côté de la faille. Et on voit en rouge les différentes lentilles qu'on a découvertes jusqu'à présent. Les tons de gris représentent les différentes unités. En gris pâle, c'est les unités plus grossières, les ACF. En gris foncé, les unités CBF. On remarque immédiatement que c'est les unités ACF qui contiennent la majorité de la ressource. La nomenclature qu'on utilise présentement, on identifie les différentes lentilles avec le numéro de forage, le premier forage qui intercepte une minéralisation intéressante. La première lentille sur laquelle on a travaillé, c'est la lentille AM15, ensuite la lentille MT22, la lentille MT34, la lentille 02, et ensuite la lentille 06 et 36. Pris de l'extrémité nord à l'extrémité sud, on parle de 3 km de minéralisation. Du sommet de la zone QB jusqu'au bas de la zone QB, on parle d'une ressource qui a une hauteur d'au-delà de 400 mètres. L'épaisseur de la minéralisation varie d'un minimum de approximativement 2 mètres jusqu'à un maximum d'une quinzaine de mètres. Je montre ici les ressources. J'ai mis en caractère gras la dernière version qu'on a annoncée plus tôt cette année. Jusqu'à présent, le total indiqué et inféré combinés ensemble font à peu près 2,5 millions de tonnes de minerais, avec des teneurs, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui varient autour de 0,5 ou 0,8 %. Ça nous donne un total d'à peu près 27 millions de livres d'uranium. Mais la grande nouvelle qu'on a eue cette année, c'était réellement l'obtention du permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, un permis qu'on a eu le 16 octobre, un permis qui est valide pour 5 ans. Ce que le permis encadre, c'est la construction d'une galerie d'exploration souterraine et les installations de surface connexes qui s'y apparentent. Ça inclut une usine de traitement d'eau. C'est la première licence de ce genre qui a été accordée depuis 30 ans et c'est la première fois qu'une licence comme celle-ci a été accordée pour un projet d'exploration uranifaire au Québec. La prochaine étape, c'est la délivrance d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs. À l'intérieur des 5 prochaines années, ce qu'on anticipe faire, c'est terminer certains éléments de conception et de fabrication. On veut compléter les installations existantes. La construction d'un portail, usine d'effluents, ces choses-là, c'est évidemment la priorité de la première année. Ensuite, ce qui va durer pour une autre période d'à peu près 2 ans, c'est la première année.
Ensuite, ce qui va durer pour une autre période d'à peu près 2 ans, c'est l'excavation de la galerie d'exploration souterraine. Et il faut compléter une deuxième étude d'impact environnemental, comme si la première n'existait pas. On recommence quasiment à zéro. On s'attend à un peu plus d'1 an de forage souterrain et un peu plus d'1 an d'études de faisabilité qui va nous amener à une décision d'exploitation, oui ou non, dans le cadre de ce permis qui va durer 5 ans. Une vue actuelle du site. En fait, ce n'est pas actuel, il manque la neige. Le site actuel et le site prévu. La différence entre les deux, il manque les installations du bassin de sédimentation, les bassins de décantation, les aires d'accumulation, le parc pétrolier, la centrale énergétique, certaines autres installations de surface et évidemment le portail. Le traitement des eaux va se faire à plusieurs étapes, avec différents bassins de sédimentation, traitement et décantation. Je montre cette image en particulier pour vous illustrer qu'il y a un corridor de cheminement qui va permettre à n'importe quel point, si les effluents ne rencontrent pas les normes, de remonter même jusqu'au point initial. Autrement dit, l'effluent final sera toujours protégé. Une fois que l'installation de surface va être complétée, ça va être le travail d'installer la rampe d'exploration souterraine. La rampe d'exploration va partir évidemment de la surface. Il fait à peu près 2 km en descendant. D'abord, une première galerie qui va se situer approximativement à 170 mètres de la surface et une seconde galerie à 300 mètres de la surface. Ça va être notre point de départ. Toute l'exploration, tout le forage de définition et de délinéation qui va être complété à ce moment-là va se faire à l'extérieur des zones minéralisées. En aucun point est-ce que la rampe d'exploration va rentrer dans le gisement, sauf pour 2 exceptions qu'on voit ici, un point ici et un point ici. Il y a 2 coupes qui vont rentrer dans la lentille AM15 pour s'assurer qu'on connaît bel et bien les conditions de stabilité de roc et qu'on a optimisé la méthode d'exploitation minière. Au total, les 2 coupes vont nous donner à peu près 750 tonnes de minerai, mais en aucun moment est-ce que le minerai va monter à la surface. Le minerai va demeurer sous terre dans une excavation faite expressément pour. Ici, je pense qu'elle est localisée ici. Donc, je conclus. Le gisement Matoush est assez unique. Peu de gisements uranifères qui sont similaires. Les mécanismes de précipitation sont très rares. C'est un gisement excessivement intéressant de ce côté-là. La prochaine phase d'exploration va avoir une durée anticipée de 5 ans, et puis l'idée, c'est de tester le potentiel minier. Et avec la licence de la Commission, on se trouve réellement comme étant un des projets uranifères les plus avancés du Canada. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez évidemment me les poser ou chercher plus d'informations sur notre site web. Donc, je vous remercie beaucoup. Monsieur Lafontaine, merci pour cette brillante présentation. Et on aurait le temps pour 1 ou 2 questions. Je voudrais savoir quel serait l'âge de la minéralisation et pourquoi elle est orientée nord-sud. C'est une excellente question. Présentement, l'âge de la minéralisation semble être... il n'y a pas un âge précis, semble être remobilisé à plus qu'une reprise. Il y a certains échantillons qui semblent indiquer que la minéralisation peut dater jusqu'à à peu près 1700 millions d'années. Et d'autres points d'échantillons qui sont plutôt grenvilliens, à peu près 1 milliard d'années. Et pourquoi la minéralisation est nord-sud? Bien, la minéralisation suit la faille Matoush. Donc, comme j'ai dit, l'intrusif mafique, qui est essentiellement nord-sud, sert comme point oxydoréductant. Donc, soit le dike comme tel, ou un fluide en équilibre avec le dike, c'est l'hypothèse de travail. C'est vraiment ça qui fait en sorte que la précipitation de l'uranium se fait coller, plaquer sur la faille. Et c'est pour ça que la minéralisation est essentiellement nord-sud. Une autre question? Pouvez-vous répéter l'explication pourquoi le minerai
Parce que le minerai suit la faille parce que l'intrusif mafique et certaines phases de l'intrusif mafique en particulier servent de réducteurs. Donc, essentiellement, l'uranium, j'ai un bon ami qui travaille dans une grosse compagnie uranifère qui me l'a expliqué très simplement. Il m'a dit, de la chimie, c'est de la chimie. Peu importe où on se trouve, l'uranium est mobile en système oxydant et précipite en système réductant. Et dans ce cas-ci, sur le projet Matouche, la faille Matouche et certaines phases de l'intrusif mafique servent comme réductants. Donc, la minéralisation est plaquée sur la faille parce qu'elle sert de milieu précipitant. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui? OK. Merci, M. Lafontaine. OK. Merci beaucoup.